Bonjour et bienvenue à cette vidéo de la Ligue vaudoise consacrée à la neutralité helvétique. Monsieur Monnier, vous êtes président de la Ligue, officier dans notre armée, vous avez écrit sur l'histoire militaire et vous voulez nous parler aujourd'hui de neutralité. Pourquoi est-ce que, au-delà de l'actualité ukrainienne, vous voulez nous parler de neutralité? Parce que la Ligue vaudoise soutient et défend par rapport à la neutralité une approche qui est assez originale ou en tout cas assez complète. La Ligue vaudoise n'a jamais considéré que la neutralité devait être défendue d'abord et principalement parce qu'elle ferait partie de l'identité suisse. On peut d'ailleurs vraiment interroger ce qu'est la notion d'identité suisse, mais passons. La Ligue vaudoise considère que la neutralité est une institution politique qui mérite d'être défendue pour ce qu'elle recouvre, pour ce qu'elle protège et ce qu'elle représente en termes de réalité politique concrète et objective. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on parle. Et le but de la vidéo sera atteint si vous aurez vu comment la Ligue vaudoise articule neutralité, fédéralisme et obligation de servir tout ensemble. Vous avez lié neutralité, armée de milice et fédéralisme, des institutions qui sont importantes pour la Ligue vaudoise. Est-ce que vous pouvez plus spécifiquement revenir pour nos auditeurs sur le développement historique de la neutralité? Au début de l'histoire suisse est une alliance entre trois cantons fondateurs et on peut dire que de ces trois éléments, ces trois piliers institutionnels que sont la neutralité, l'armée de milice et le fédéralisme, depuis le début, il y a le fédéralisme. Ça, c'est la donnée de base. La Confédération est une alliance militaire de cantons souverains. Militaire, on dit déjà rapidement le nom, c'est une alliance. La Confédération est historiquement, elle est encore une alliance défensive de cantons souverains qui s'allient afin de se porter secours mutuellement en cas d'agression. Donc, il y a dans la conception historique et originelle de la Confédération une nature spécifiquement politique et militaire, tout à la fois. D'ailleurs, les deux sont indissociablement liés. Pour que la patrie existe, il faut pouvoir la défendre. La neutralité, elle, va connaître, d'un point de vue historique, une évolution plus progressive qui va aller avec sa conceptualisation, petit à petit. Et on ne peut pas dire, ce serait faux de dire que la neutralité existe déjà en 1270, 1290, lorsque la Confédération prend forme au bord du lac des quatre cantons. La neutralité, on voit, elle va se développer progressivement avec le développement de la Confédération. Alors on pourrait prendre quelques dates importantes, des jalons marquants. C'est en 1399, dans un pacte entre Bern Soller et le margrave de Hochberg, qu'on envisage la première fois que ces trois États, s'ils sont pris l'un dans l'autre dans une confrontation armée avec un tiers, doivent stille sitzen, c'est-à-dire rester assis tranquillement, autrement dit, ne pas prendre parti, donc rester neutre. En 1501, lorsque Bâle entre dans la Confédération, son pacte d'adhésion prévoit spécifiquement que Bâle aura, en cas de conflit entre les confédérés, une responsabilité conciliatrice et pacificatrice. Donc on voit que très tôt se développe cette idée qu'avec la neutralité, qui est une interdiction de prendre parti dans un conflit armé, s'accompagne l'idée que l'on peut aussi contribuer à apporter la paix et que la neutralité apporte en elle-même un projet pacificateur, si l'on veut dire. En 1515, c'est le jalon important, celui de Marignan, qui voit les confédérés se faire écraser par l'artillerie et la cavalerie de François Ier dans le nord de l'Italie. Et c'est le moment à partir duquel on situe mythiquement cette décision de la Diète fédérale à ce moment, où elle décide de renoncer à une politique de puissance, à une politique expansionniste, simplement parce que ses moyens militaires, qui sont tactiquement ceux du carré suisse, de carré de hallebardier, ne font plus le poids sur les champs de bataille européens face à la cavalerie et à l'artillerie des rois. Et ensuite, une autre étape importante, après ce retrait de la scène internationale, c'est en 1647, où à la fin de la guerre de 30 ans, la Suisse comprend la nécessité de renforcer ses structures défensives, conclut un pacte qui s'appelle le Défensionnal de Ville en 1647, et on peut dire que c'est en 1647 qu'apparaît
d'un point de vue conceptuel, la notion de neutralité armée, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et enfin, en 1815, le Congrès de Vienne, après la bataille de Waterloo, va consacrer la neutralité suisse au niveau international. Et on peut, pour ainsi dire, considérer que c'est la première reconnaissance internationale de la neutralité, qui était une attitude politique internationale que la Suisse avait développée dans les 5 ou 6 siècles précédents. Il y a cette consécration de 1815, et en 1907, la deuxième convention de l'A.E. Fixe et précise les droits et obligations des pays neutres en droit international public. Cette convention de l'A.E. est encore appliquée aujourd'hui. Si on devait tisser dans les grandes lignes l'histoire et le développement de la neutralité, ce seraient ces principales étapes. Et ce qui est intéressant donc de constater, c'est que la neutralité est un concept et une attitude politique qui s'est forgée au fil de l'histoire suisse. Et Edgar Bonjour, le grand historien de la neutralité suisse, considère que le concept de neutralité est l'apport principal que la Suisse a elle-même donné à la théorie du droit international public. C'est un apport original qu'elle a mis sur la scène mondiale. Vous nous avez dit que nous étions toujours sous le même régime juridique, sur la même conception de droit international public de la neutralité de nos jours, mais évidemment le contexte après les 2 guerres mondiales a passablement changé, on est dans l'après-guerre froide. Quel sens y a-t-il à être encore neutre au XXIe siècle? Eh bien, la neutralité, elle a 2 buts différents. Elle a des buts externes et des buts internes qui ne sont pas contradictoires, qui se complètent. Je commencerai par les buts externes. La neutralité permet à la Suisse de jouer, dans le concert des nations, une partition qui est propre, qui est la sienne, qui lui permet de développer son particularisme national, tout en contribuant à l'équilibre mondial en jouant sa partition. Ça veut dire qu'ici, on a une articulation très spécifique d'un point de vue philosophique entre universel et particulier. Si on lit les discours d'Ignacio Cassis en lien avec la crise ukrainienne, que ce soit ce qu'il a pu dire à Davos, ce qu'il a pu dire à la tribune des Nations Unies, ou ce qu'il a dit lors de la conférence de presse qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, on voit qu'il y a une approche très universaliste, très onusienne, qui est de dire les valeurs universelles ont été attaquées par le comportement de la Russie. Ces valeurs universelles, lesquelles sont-elles? C'est la démocratie, c'est l'état de droit, c'est les droits de l'homme, ont été violées par la Russie qui les a, en attaquant l'Ukraine. Que la Russie ait violé un certain nombre de règles de droit international, ça ne fait aucun doute, mais il y a encore, Ignacio Cassis franchit encore un pas supplémentaire, qui est un pas quasiment métaphysique, en considérant, c'est plus une analyse juridique, c'est une analyse morale, qui est de dire qu'en fait la Russie a porté atteinte à des valeurs universelles, qui sont celles de la civilisation occidentale, issue des Lumières. Eh bien, dans cette conception est uniquement universaliste, et là, évidemment, les particularités nationales doivent s'effacer derrière cette conception. Toute la force de la neutralité sur la planète, c'est de permettre à la Suisse de donner une réponse particulière à des problèmes universels. Elle arrive à la question, cette question vertigineuse de la paix dans le monde, eh bien, la Suisse arrive à lui donner une réponse propre, sans renier ce qu'elle est, sans renier son identité, sans considérer que la paix ne peut être atteinte que par l'effacement des frontières et la fin des nationalités. Eh bien, la Suisse arrive à y apporter une réponse très équilibrée, très originale aussi. Et la Suisse garantit aussi, et c'est l'un des cœurs de la neutralité, elle garantit aussi que chez elle, que le territoire de la Confédération, c'est l'une des exigences du droit de la neutralité, ne serve pas à des belligérants. Si un conflit devait avoir lieu en Europe, mais même c'est la question de son espace aérien qui lui peut être emprunté, a été ou n'a pas été emprunté dans les 30 dernières années durant les conflits, que ce soit au Balkan, en Irak ou en Ukraine, eh bien la Suisse en disant non, mon espace aérien, mon territoire ne servira à aucun des belligérants, eh bien elle assure qu'une petite portion de 40 000 km² au milieu de l'Europe
eh bien, ne participe pas au désordre général, ne participe pas à l'escalade. Et ça, c'est déjà, rien que ça, c'est un message d'espoir, pourrait-on dire, se dire que la paix est possible, qu'il est possible de tenir une politique cohérente sans décider de prendre parti. Un troisième volet encore de la raison d'être externe de la neutralité, c'est qu'en fait la Suisse, en ne prenant pas parti, mais aussi consciente et certaine de l'idée que tout conflit finit par se régler de manière diplomatique. Il y a peu de conflits qui se terminent par une victoire totale de l'une des parties. Je peux me tromper, mais je pense que la capitulation allemande en 1945 et japonaise quelques mois plus tard est le dernier exemple d'une telle victoire totale faite sur un État auquel le vainqueur impose ses conditions. Aujourd'hui, les conflits finissent toujours par se traiter par la voie diplomatique, et ce sera la même chose dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Je crois que personne ne se fait d'illusions là-dessus. Emmanuel Macron l'a dit, Vladimir Poutine l'a dit, même Joe Biden l'a dit. Et à ce moment, la Suisse peut avoir un rôle à jouer. Ayant été celle qui, pendant les mois ou les années du conflit, a refusé de prendre parti, eh bien, elle se donne une certaine crédibilité sur la scène internationale pour apporter un œil extérieur. Elle peut offrir un regard impartial sur ce qui s'est passé et offrir une table de négociation aux partis qui désormais doivent construire la paix après s'être affrontés aussi brutalement qu'elle se soit affrontée. Ça, c'est ce qu'on appelle les bons offices que la Suisse offre. Voilà pour les buts externes de la neutralité. Mais il ne faudrait pas oublier que la neutralité a aussi une fonction interne qui lui est en fait première et principale. Le but de la neutralité, c'est d'assurer la souveraineté. C'est l'un des outils qui permettent à la Confédération d'assurer la souveraineté du pays, le fonctionnement de ses institutions et l'intégrité de son territoire. C'est un outil de politique de sécurité, comme on dit depuis les années 90 dans les différents rapports rendus par le département de la Défense, la neutralité ou le DFAE. La neutralité est un outil de notre politique de sécurité. Et à ce titre, elle est dirigée en fait vers l'unité de la Confédération. La Confédération est fragile, elle est multiculturelle, elle est composée de 26 cantons, 4 régions linguistiques, des 2 grands blocs confessionnels qui ont encore leur importance, malgré une pratique religieuse déclinante, ont encore leur importance de manière très ancrée dans les mentalités, dans les psychologies et dans les mœurs quotidiennes des populations qui existent en Suisse. Et donc, la Suisse est fragile. On pourrait ajouter que la Suisse, eh bien, elle est parsemée de frontières. Elle a ses frontières linguistiques, religieuses et politiques. Elle a aussi des frontières économiques. Elle a les villes contre les campagnes. Elle a les régions de montagne contre les régions de plaine. Et ça, c'est des frontières mouvantes qui se redéfinissent chaque dimanche soir de votation. Mais c'est des éléments de fragilisation possible de la Confédération. On est obligé, sur ces éléments objectifs, d'ajouter, même si on peut le regretter, une dimension subjective ou idéologique. Et ça, je pense qu'on peut dire que la crise du Covid a révélé combien la population suisse pouvait être sujette à se diviser pour des motifs idéologiques sur une conception de l'action politique. Et il est évident que les réseaux sociaux, Internet, facilitent le développement de fronts assez durs qui peuvent devenir assez massifs. Et ça, c'est aussi un enjeu à ne pas négliger. Et c'était d'ailleurs plutôt là que résidait le risque de division durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était d'abord plutôt dans un risque de division idéologique que dans une division territoriale ou politique ou linguistique, comme ça avait été le cas durant la Première Guerre mondiale. Donc le premier but de la neutralité, c'est de dire je ne prends pas parti pour ne pas mettre en danger l'unité. Je ne prends pas parti pour ne pas mettre en danger l'unité de la Confédération. C'est ça, le but de la neutralité. On a compris ce qu'était philosophiquement et politiquement la neutralité helvétique, mais alors, que recouvre le concept plus spécifique de neutralité armée? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la neutralité impose à l'État neutre
de ne pas offrir son territoire ou son espace aérien à l'un ou l'autre des belligérants d'un conflit international. Cela implique donc que ce territoire doit être défendu, tout simplement parce que cette neutralité, il faut pouvoir la faire respecter. Lorsque la Suisse, durant le 18e, à la fin du 19e, puis le 19e et surtout au 20e siècle, faisait, au moment où des États se déclaraient la guerre, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, mais au moment où des États se déclaraient la guerre, la Suisse déclarait sa neutralité. Le message qu'elle faisait passer aux belligérants en déclarant sa neutralité, qu'elle rappelait, eh bien, c'était qu'elle leur affirmait qu'elle défendrait son territoire contre toute agression étrangère et qu'elle en interdirait, s'il le faut par la force militaire, le passage ou l'usage par l'un des belligérants. Ça, c'est la notion de neutralité armée qui a été développée et conceptualisée institutionnellement au défensionnal de Ville en 1647 parce qu'il y avait eu des franchissements de frontières et on ne voulait pas que ça se reproduise. Ensuite, il faut voir comment est-ce qu'on l'assure, cette neutralité armée. La Suisse doit donc avoir une armée, elle doit donc avoir également une force aérienne, et actuellement, c'est principalement nos forces aériennes qui garantissent le respect de la neutralité armée, parce qu'au moins en puissance, sinon en acte, elles sont capables d'interdire le franchissement de notre espace aérien à des aéronefs étrangers. Mais dire qu'il faut une armée, ça ne résout pas encore toute la question, parce qu'ensuite, il faut répondre à la question de savoir quelle forme doit avoir cette armée et quel doit être son mode d'alimentation. Parce que c'est le terme très à la mode dans les questions que l'armée se pose aujourd'hui sur ses effectifs. Eh bien, c'est comment est-ce qu'on alimente cette armée, comment est-ce qu'on lui fournit des troupes. La Suisse a un régime d'obligation de servir. Le citoyen suisse est obligé de faire du service militaire, il peut fuir ses obligations en faisant du service civil, mais il est obligé. Cela implique également qu'on ne peut pas l'obliger à n'importe quoi. Et il y a déjà là une première articulation, un peu un système de contre-contrôle ou d'autocontrôle du système, où une armée de milice, avec des soldats obligés d'aller faire leur cours de répétition, eh bien c'est une armée à laquelle on ne peut pas confier toutes les missions. Au premier nombre desquelles, on ne peut pas lui confier une mission d'intervention extérieure. On ne va pas envoyer le Bas-de-Carin, qui est en cours de répétition, aller faire du maintien de la paix au Kosovo sur la base de l'ordre de marche qu'il a reçu. La mission du citoyen soldat suisse, c'est de défendre la Confédération sur le territoire de la Confédération. Ce n'est pas d'être impliqué dans des missions à l'étranger. Même si la Suisse en mène quelques-unes, c'est un autre débat, mais même si la Suisse en mène quelques-unes, eh bien, cela ne peut être que sur une base volontaire. Donc, obligation de servir et interventionnisme extérieur sont déjà contradictoires. On peut ensuite voir la chose sous un autre angle et se dire on pourrait dire, ah mais bon, tant pis, c'est pas grave, la Suisse pourrait quand même avoir une armée professionnelle, on mettrait fin à l'obligation de servir. C'était tout l'enjeu du débat en 2013 sur l'initiative du GSSA pour l'abolition de l'obligation de servir. On pourrait dire, ah bon, on n'a qu'à avoir une armée professionnelle qui remplirait toute l'année les tâches qu'on confie régulièrement aux troupes en cours de répétition. Eh bien, là, la réponse n'est pas satisfaisante non plus, parce qu'une armée professionnelle, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut l'occuper, une armée professionnelle. Ça, c'est vraiment très pragmatique. Une armée professionnelle, il faut l'occuper. Et l'armée professionnelle, vous ne l'occupez pas en la faisant s'entraîner 365 jours par année. Une armée professionnelle, vous l'occupez simplement en lui faisant faire la guerre. Donc, vous l'enverriez. Si la Suisse avait une armée professionnelle, eh bien, nous aurions un argument supplémentaire pour dire que ça fabriquerait un argument supplémentaire pour considérer que cette armée professionnelle doit bien être engagée à quelque part. Et si on avait une armée professionnelle, eh bien, il ne ferait pas de doute que la Suisse ne serait déjà plus neutre et qu'elle aurait participé sous l'égide de l'OTAN aux opérations en Afghanistan ou à des opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU avec des casques bleus, qui seraient des opérations bien plus musclées que ce que la Suisse ne fait actuellement en envoyant des observateurs. Et là, je pense par exemple à l'exemple irlandais, qui est un pays neutre, mais très engagé dans les opérations de maintien de la paix à l'étranger.
Merci, Monsieur Monnier, pour ce tour d'horizon historique et politique sur la neutralité suisse. Pour conclure, est-ce que vous avez des conseils de lecture pour nos auditeurs sur le sujet? Oui, alors avec plaisir. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la neutralité, la lecture est ce qui devrait être le quotidien des gens qui s'intéressent à la politique. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la neutralité, il y a d'abord le résumé de l'énorme somme que Edgar Bonjour a rédigé sur l'histoire de la neutralité, l'original est en allemand, et ici on a une version traduite de la synthèse de sa recherche, qui fait déjà, c'est une belle synthèse déjà, Histoire de la neutralité suisse, publiée aux éditions de la Bacconnière par Edgar Bonjour. C'est extrêmement fouillé, extrêmement détaillé. On a de notre ami Jean-Jacques Langendorf, on a une histoire de la neutralité, une perspective, mais c'est une approche internationale. Il ne s'intéresse pas que à la neutralité suisse, et c'est extrêmement intéressant. Il se penche sur le cas des États-Unis durant le début de la Première Guerre mondiale. C'est aussi très très bien. Jean-Jacques Langendorf est probablement, Edgar Bonjour étant décédé, le plus grand historien militaire suisse actuellement vivant, et en particulier l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire de la neutralité. Ça, c'est des publications auxquelles la Ligue vaudoise est étrangère. Des publications auxquelles nous avons dont nous portons la responsabilité, eh bien, j'en citerai 3. Une première, c'est Soldats dans le bleu, cahier de la Renaissance numéro 128, publié en 1994 lors du débat sur l'envoi ou non, on en parlait tout à l'heure, de casques bleus par l'armée suisse, Soldats dans le bleu. On y trouve des réflexions extrêmement intéressantes sur la nature de l'Organisation des Nations Unies. On trouvera des réflexions similaires dans un cahier de la Renaissance vaudoise paru également à la fin des années 80, cette fois, la Suisse et l'ONU. C'était lors du premier débat sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Il y a eu une votation en 1989 et le peuple et les cantons avaient refusé que la Suisse entre dans l'ONU. Et en 2002, le Conseil fédéral a remis la compresse et cette fois la Suisse y a adhéré. On y trouvera aussi d'excellentes réflexions sur la nature de la neutralité et sa définition juridique. Enfin, une plus petite publication qui a trait à l'obligation de servir. En 2013, dans le cadre de la campagne contre l'initiative du GSSA pour l'abolition de l'obligation de servir, la Ligue vaudoise avait publié ce cahier de la Renaissance vaudoise numéro 151, Servir pour être libre, avec une contribution de votre serviteur consacrée à l'incompatibilité entre armée professionnelle et neutralité. Et enfin, un livre qui n'est pas encore sur la table parce qu'il n'est pas encore publié, mais qu'il le sera dans quelques mois. Là, nous sommes en train de préparer au cahier de la Renaissance vaudoise, à la suite du conflit russo-ukrainien, une nouvelle mise à jour de notre conception de la neutralité au regard des récents événements, une publication qui sera intitulée « Neutre, la Suisse à l'ère de la guerre hybride ». Ce sera un ouvrage collectif dans lequel j'aurai aussi auquel j'aurai le privilège de contribuer, et qui se penchera notamment sur la particularité de la neutralité au temps de la guerre hybride, comme on dit, et quel est le rôle des sanctions économiques dans ce contexte militaire et opératif bien spécifique. Enfin, une lecture que je vous conseille bimensuellement, La Nation, le journal de la Ligue vaudoise. Abonnez-vous sur www.ligue-vaudoise.ch. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je me réjouis de vous retrouver dans nos prochaines vidéos.